Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler des tokens et plus particulièrement de la partie JWT, le JSON Web Token, ou autrement dit encore le token réservé au domaine du web pour des applications en mode stateless, ou plutôt pour des serveurs en mode stateless. Alors déjà reprenons un petit peu la base de ce qu'est un token. Le token c'est un jeton, et un jeton permet de faire beaucoup de choses, que ce soit dans le monde informatique, mais aussi dans le monde réel. Si on prend par exemple un jeton de caddie, il vous permet de prendre un caddie. Et pourquoi est-ce qu'il vous permet de prendre ce caddie? Parce que ce jeton possède une information. Cette information, c'est sa taille, sa dimension, son diamètre, son épaisseur, et potentiellement, suivant l'évolution des choses, le poids ou les inscriptions qui peuvent être présentes dessus. Une autre idée de ce que peut être un token, c'est simplement un badge d'identification dans un établissement sécurisé. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un établissement et que vous êtes nouveau, vous allez au poste central et vous allez demander votre nouveau badge avec toute une partie d'identification présente dans ce badge. Vous, au niveau du poste central, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez simplement votre identité à la personne qui est en face de vous, qui va confirmer que vous êtes bien quelqu'un qui a les droits et qui peut éventuellement aller se promener un petit peu partout dans l'établissement, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Cette personne peut être considérée comme le serveur d'authentification. C'est lui qui va vérifier que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Et une fois qu'il a bien constaté que vous êtes celui que vous êtes, eh bien, il va vous distribuer un badge, un token, sur lequel se trouve potentiellement votre photo, votre empreinte digitale, des informations internes sur le service auquel vous appartenez, votre numéro de téléphone, etc. Et à chaque fois que vous allez arriver devant une porte verrouillée, vous n'allez pas appeler la personne qui vous a donné le badge, c'est-à-dire pas appeler le serveur en question, le serveur d'authentification. Vous avez un badge et vous le badgez. Et le système de badgeage qui est derrière ne va pas non plus aller vérifier forcément qui c'est, il va simplement vérifier si ce badge a le droit d'accès à cette porte. Alors là, on est sur une partie qui est exclusivement physique, qui est dans le monde réel, mais c'est exactement la même chose que ce que l'on peut trouver avec le JSON Web Token, et notamment au niveau de la sécurité. Et ça, c'est un point dont je reparlerai normalement dans une autre vidéo, puisque exactement comme un token, un badge peut être perdu. Et si quelqu'un trouve votre badge par terre, eh bien, il peut aller là où vous êtes. Vous avez le droit d'aller vous, sans que cette personne-là ait forcément les accès. Et en plus, cette personne n'a pas eu besoin d'aller voir la personne à l'accueil, l'authentificateur, ou le vigile, ou peu importe, pour aller renouveler son badge. Il a votre badge est valide pendant tant de temps, et pendant cette durée, eh ben, il peut faire ce qu'il veut dans l'établissement. Et ben, avec un token, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez fait une partie authentification de l'utilisateur et que l'utilisateur reçoit son token, ce token-là est complètement à part du service d'authentification sur Internet, sur votre serveur. Et derrière, à chaque fois que votre client essaye de faire quelque chose pour aller récupérer des ressources, des données sur un autre serveur, il va renvoyer ce token pour dire « Regarde, c'est moi ». Et si quelqu'un intercepte ce token en question, eh ben, cet intercepteur peut utiliser le token à la place de celui qui a le droit normalement de l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier, mais on y reviendra. Aujourd'hui, on va voir plus particulièrement comment utiliser, comment réaliser et comment construire un token pour voir ce qu'il contient et pour voir aussi qu'en fait, il n'y a pas vraiment de magie derrière un token. Il est constitué d'un string, donc c'est-à-dire d'une chaîne de caractères concaténée en 2 points, avec 2 points, donc vous avez 3 parties du token, et c'est ça qui va générer, qui va faire en sorte que votre token est facilement transportable, que ce soit dans local storage, dans les cookies ou autre, pour justement authentifier votre personne. Alors justement, de quoi est composé notre fameux token? Je viens de le dire, il est composé de 3 morceaux, la partie header, la partie payload et la partie signature. Le header, alors on va voir exactement ce que contiennent ces différentes informations, mais surtout on va voir comment les construire par la suite. Le header, c'est simplement un objet, comme le payload, qui va contenir 2 clés avec leurs valeurs attachées. Nous avons la clé alg, qui est justement la clé qui va définir le type d'algorithme qui est utilisé pour la génération du token.
De manière globale, nous en avons que deux. Nous avons le SHA-256, c'est HA-256, ou RSA-256. Le SHA-256, ça va être pour dire qu'on a généré un token à partir d'un mot de passe, d'une passphrase. Le RSA-256 va définir que le token a été généré à partir d'un certificat. Derrière, nous avons le type qui est normalement JWT, JWE ou JWS pour définir si le token est encrypté ou non, ou si c'est quelque chose qui est un token qui a été re-signé par-dessus. Ça, c'est la partie header. Si on essaye de convertir ce header en base token, tel qu'on le connaît dans le JWT, il n'y a rien de plus simple, puisque c'est simplement un base 64. Et pour le faire, on tape tout simplement cette ligne. J'utilise OpenSSL pour faire mon base 64, puisque c'est une librairie qui existe sur toutes les architectures Linux et elle est facile à écrire. Donc tout simplement, je fais un écho de mon objet et je le passe à travers un pipe dans mon OpenSSL avec l'information pour lui dire que je veux qu'il me ressorte cette conversion en base 64 au format binaire, pour éviter d'avoir des problèmes de caractère. Et vous allez voir que ce token, le résultat que vous avez, c'est le résultat que vous retrouvez pour tous les tokens. À chaque fois que vous allez voir un token sur Internet, à partir du moment où c'est un token SHA-256, vous allez voir qu'en fait ce header, ce sera toujours le même. Et oui, parce que c'est du SHA-256, c'est pas un algorithme de cryptage particulier avec une clé ou autre. À chaque fois qu'on va avoir cet objet-là, une fois qu'il sera converti, il donnera ce résultat-là. Donc pour cette partie, il n'y a rien de plus simple, elle reste identique pour chaque token. La deuxième partie, qui va être la partie payload, le payload qui est le contenu du token, les informations que le token va contenir. Et ces informations, on va avoir trois choses bien distinctes sur ce qu'elles doivent contenir, ou ce qu'elles peuvent contenir. Nous avons de base les informations qui sont gérées, qui sont les claims, qui sont enregistrés. Ce sont des claims dont on ne peut pas usurper, ou du moins on ne peut pas les utiliser pour faire autre chose que ce pour quoi ils sont censés être prévus. Alors, vous avez la liste ici des claims qui sont enregistrés, qui sont généralement avec des clés de 3 lettres, comme le sub, le exp pour l'expiration date, le IAT, le not before, le NBF, etc., etc. Et toutes ces informations-là vont justement permettre derrière, lors des vérifications de token, de savoir si le token est valide parce qu'il est dans sa date de validité, est-ce qu'il n'est plus valide parce qu'il a dépassé sa date de validité, donc ça va être le expiration ou le not before, qui a généré ce token, pour qui, pourquoi, comment, etc. Nous avons deux autres types de claims qui sont les claims publics et les claims privés. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé dans les vidéos que j'ai faites sur Infinite Auth, et pourtant, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi ? Le token, comme on va le voir, c'est du base 64. Quand on le convertit, on peut très bien le décoder de la façon la plus simple possible en utilisant, par exemple, le site jwt.io. On met le token dedans et pouf, on a les informations. Et si on met des informations sensibles et que le token est récupéré, on a les informations sensibles écrites en clair. Si ces informations sont écrites en clair, on a un problème de sécurité. C'est pour ça qu'on va parler des clés publiques et des clés privées. Une clé privée est normalement une clé qui ne devrait pas être accessible à n'importe qui. Va être pareil, ou qui va donner des informations au token, ou plutôt au serveur qui va vérifier le token. Ce sont des informations un peu trop spécifiques pour donner des autorisations à la personne. Par exemple, pour savoir si quelqu'un est administrateur ou pas, avec son token, le isadmin ou le rôle, avec les valeurs true ou admin. C'est une information qui est dite sensible et du coup sur laquelle on doit faire quand même un petit peu attention si elle doit être présente ou non dans ce token. De la même façon, dans un token, on ne va pas mettre un mot de passe. On ne va pas mettre le mot de passe de la personne, sinon, si le token, pareil, si le token est récupéré et intercepté, on a le mot de passe de la personne. En plus, on a son identifiant, on a son adresse mail, on peut avoir toutes les informations qu'on veut. C'est facilement décodable. Et on a la partie publique dans laquelle on va mettre un petit peu tout et n'importe quoi. En tout cas, on peut mettre les clés que l'on souhaite
à une condition, donc c'est exactement pareil pour public et pour privé, il ne faut pas que les clés qui soient utilisées soient des clés qui puissent éventuellement être utilisées plus tard dans les tokens. Et ça, pour savoir si une clé va être utilisée, de manière globale, éviter des clés qui sont de 3 caractères, puisque ceux-là, ce seront forcément potentiellement utilisés par les réglementations du JWT, et éviter des choses, par exemple rôle, c'est une clé qui peut potentiellement demain être réutilisée, ou en tout cas être similaire à une autre clé ailleurs. Une pratique qui peut être faite, c'est utiliser en tant que valeur de clé le nom de domaine qui est généré et la valeur de la clé. Enfin, et la clé et éventuellement derrière, normalement, la valeur du complément. Par exemple, si je veux savoir si mon utilisateur est administrateur ou si je veux mettre l'information comme quoi un utilisateur est admin ou pas dans le token, je vais par exemple écrire http://renouveau.info/isadmin et la valeur je vais mettre à true ou à false. Voilà, ça c'est la partie payload. Et de la même façon, donc on va prendre ce que j'ai écrit là, donc avec une expiration date, un sub, et derrière je mets quelques informations dans mon payload. Tout ça, je le regroupe dans un objet et je fais exactement la même chose que j'ai fait avant pour le header, je le passe en base 64 et j'ai un résultat qui m'est ressorti. Voilà, maintenant j'ai deux morceaux de mon token, j'ai mon header et j'ai mon payload. On a la troisième partie qui est la partie signature. Cette partie est la partie la plus importante puisque c'est elle qui va permettre de créer une empreinte sur notre token et de faire en sorte que celui-ci ne puisse être vérifié qu'à condition que l'on connaisse la clé qui a été utilisée au préalable pour signer le token. Et de la même façon, la signature est extrêmement simple à faire. En réalité, on prend le base64 de notre header, le base64 de notre payload, on fait la concaténation des deux, et tout ça, on le passe dans un HMAC 256 avec une clé. Et derrière, on se retrouve avec notre signature. Donc, on écrit exactement la même chose qu'on a écrit avant, donc on récupère les informations de notre header et de notre payload, on passe tout ça dans la moulinette et on a une signature. C'est vraiment l'empreinte digitale de ce qui est écrit au préalable, c'est-à-dire de ce qui est dans notre header et dans notre payload. Si maintenant je fais des modifications, que ce soit dans le header ou dans le payload, la signature ne sera plus correcte et du coup mon token ne sera pas valide. Maintenant, cette signature, elle va permettre aussi de vérifier si le token, justement, a été corrompu. Par exemple, j'ai dit précédemment que mon utilisateur n'était peut-être pas administrateur, et celui qui a reçu ce token-là, il veut se faire passer pour un administrateur. Il va faire des modifications de ce token, et il va régénérer le payload comme j'ai fait juste avant, le mettre dedans, le renvoyer au serveur, et le serveur va dire non, ça ne marche pas. Puisque la signature n'est pas correcte par rapport à ce qui est écrit avant. Son empreinte digitale n'est pas la bonne. Mais s'il n'y avait pas de signature, on pourrait très bien imaginer ça. Cette signature est vraiment là pour vérifier si ce qui est écrit avant a été corrompu ou pas. Et là, on va pouvoir vérifier ça. Donc, je vais utiliser le site jwt.io pour coller tous les résultats que j'ai donnés avec les concaténations. Donc, le header, point, le payload, point, la signature. Donc, par défaut, il va me dire que la signature n'est pas valide, puisque la clé secrète que j'ai utilisée n'est pas celle par défaut de jwt.io. Mais en tout cas, maintenant, si je mets la nouvelle clé, celle que j'ai vraiment utilisée pour créer la signature, eh ben, on peut voir que le token est vérifié et est valide. Alors, comme on peut le voir, un token, au final, il n'y a rien de compliqué en soi dans sa création. Par contre, étant donné qu'il n'y a rien de compliqué, et étant donné aussi qu'à chaque fois qu'on refait exactement la même chose avec les mêmes données, on a exactement les mêmes résultats, d'un côté ça nous permet de faire une vérification très simplement, de savoir s'il y a eu une corruption des données avant ou pas. Quand je dis corruption des données, c'est quelqu'un qui essaie d'usurper une identité. Mais cela implique quelque chose au niveau de la sécurité qui est extrêmement importante, et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, puisque on a la possibilité, du coup, avec un token, s'il est récupéré, de le casser de la façon la plus simple et du coup de retrouver éventuellement la clé qui a été utilisée, la passphrase qui a été utilisée pour générer ce token de façon extrêmement simple. Et il faut bien se protéger par rapport à ça, puisque sinon, votre système d'authentification, il ne gère plus aucune sécurité.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez retrouver dans la description différentes informations sur justement les tokens. Et s'il vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un like. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir justement la partie sécurité des tokens, dans laquelle nous parlerons du JWE et du JWS, qui est donc le JSON Web Encryption et le JSON Web Signature, pour sécuriser un petit peu tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi tout ça et je vous dis à bientôt. Ciao!